Bonsoir à vous tous. Merci encore d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous sommes le vendredi. Ce soir, on va parler au niveau de décryptage de la libération des indépendantistes du Cabinda. Est-ce que c'est la décrispation? En tout cas, une quarantaine de militants issus du mouvement indépendantiste du Cabinda, une enclave angolaise riche en pétrole située entre les deux Congos, a été libérée après près de 3 mois de détention. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi leur avocat Arao Tempo. Seuls 40 des 51 militants ont été acquittés et mis en liberté et les autres continuent sans explication d'être détenus, mais tous ont été arrêtés à cause d'une manifestation, a déclaré Arao Tempo. Comment est-ce possible d'en libérer certains et de maintenir les autres en détention? S'est-il interrogé? Il faut noter que ces militants faisaient partie de quelques 70 autres interpellés fin janvier à Cabinda en amont d'une manifestation qui devait commémorer le 1er février le traité reconnaissant l'autonomie du Cabinda conclu il y a 134 ans. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Ces indépendantistes cabindais, qui sont-ils exactement? En fait, il ne faut pas oublier que l'enclave du Cabinda était un protectorat. Et d'ailleurs, la manifestation, c'était ça l'objet de la manifestation. Ils voulaient, parce qu'il faut le dire, ils ont été arrêtés non pas parce qu'ils ont manifesté, mais parce qu'ils voulaient manifester. Puisque la manifestation devrait avoir lieu le 1er janvier, marquant l'anniversaire du traité de protectorat qui a été signé par les autorités locales de cette enclave à l'époque avec la couronne portugaise. Et c'est sur ça que ce mouvement s'est tout le temps fondé pour refuser que le Cabinda fait partie de l'Angola, parce que l'Angola était également une colonie portugaise, mais l'Angola était une colonie en bonne et due forme. Le Cabinda était non pas une colonie, mais un protectorat. Il est vrai qu'en 1956, le Portugal avait un seul gouverneur pour gérer les deux entités, mais sur les documents, c'était très clair, il y avait une colonie et un protectorat. Ce qui s'est passé en 1975, au moment de l'indépendance, l'Angola a profité de son indépendance pour annexer Manu Militari, le Cabinda. Ce que les Cabindais n'ont jamais accepté. Ils se sont organisés. Il y avait plusieurs mouvements au départ qui luttaient contre cette occupation, puisque c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Par la suite, ils se sont mis ensemble pour pouvoir avoir un peu plus de force. Et cela devait leur permettre de mieux combattre l'Angola, qui était considérée comme une puissance à la limite qui occupait leur territoire. Donc c'est de là qu'est née cette guerre en 1975. C'est vrai que les indépendantistes, pendant un temps, ont été soutenus par Mobutu Sese Seko et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais il y a quand même quelques mouvements qui sont là encore, qui continuent à prôner la lutte pour l'indépendance toujours de cette enclave du Cabinda. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Cabinda est totalement intégré à l'Angola? Ah non, il n'y a pas moins de 30 000 soldats angolais sur place. Pour montrer que les Cabindais n'ont pas encore accepté qu'ils soient la 19e province de l'Angola, comme ça se dit au niveau de Luanda. Le Cabinda est considéré comme une province comme les autres provinces de l'Angola. Les Cabindais ne l'ont pas accepté. Et il faut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Le Cabinda est une source en termes de pétrole extraordinaire. Si l'Angola est aujourd'hui le 2e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne derrière le Nigeria, c'est à cause du Cabinda. Puisque 60% de la production du pétrole de l'Angola provient du Cabinda. Quand on regarde sur le PIB, ça fait 42%. Quand on regarde sur le budget de l'Angola, le pétrole représente 90% du budget de l'Angola. La raison pour laquelle demander à l'Angola aujourd'hui de se passer du Cabinda pose un problème, sans compter que dans la même zone, vous avez du diamant, vous avez de l'or, vous avez énormément de phosphate. On parle d'à peu près 100 millions de tonnes de réserves, etc. Bon, l'enjeu, ce n'est pas seulement un problème d'espace géographique, est-ce que ça fait partie ou ça ne fait pas partie, mais c'est en quelque sorte le poumon économique de l'Angola. Couper le Cabinda de l'Angola, c'est remettre l'Angola dans des conditions extrêmement difficiles. Est-ce qu'aujourd'hui, la partie du Cabinda est développée? Malheureusement, pour ne pas dire paradoxalement, elle ne l'est pas. Malgré toutes ces richesses dont on parle,
Il y a à peu près 700 000 personnes là-bas au niveau de l'enclave du Cabinda, mais cette enclave n'est pas du tout développée. Un des anciens leaders du FLEC, le Forum de libération de l'enclave du Cabinda, qui est décédé il n'y a pas longtemps à Paris, disait que les Cabindais sont des esclaves. C'est-à-dire, non seulement ils n'avaient pas la liberté, mais les gens avaient même du mal à vivre correctement. Quand vous regardez dans les images, soit sur des photos ou bien sur les vidéos, quand vous regardez l'enclave du Cabinda, vous vous demandez est-ce que c'est cette même enclave qui produit autant de richesses pour l'Angola, parce qu'en termes de développement, on est vraiment à un autre niveau, coupure d'électricité, absence d'électricité dans certaines zones. On n'a pas l'impression que toute cette richesse est sortie de cette zone parce qu'on ne voit pas dans la zone cette richesse-là. Et c'est cette situation qui fait que les Cabindais ont ces velléités indépendantistes? Mais bien sûr, vous avez des richesses chez vous qu'on exploite et ces richesses vont servir ailleurs et ça ne sert pas au lieu où ces richesses ont été extraites. On a vu ce que ça a créé comme problème au Nigeria. Oui. Parce que là-bas, les gens ont fini même par saboter les pipelines pour que le pétrole ne parte pas, parce que le pétrole venait de chez eux, la zone du delta, mais les populations n'en profitaient pas. C'est après qu'on a commencé à mettre un dispensaire par-ci, une école par là. Au Cabinda, ce n'est pas encore le cas. Donc, en plus du fait que les gens considèrent, parce que les MIC considèrent que le Cabinda n'a jamais fait partie de l'Angola, le Cabinda était une entité à part, un protectorat, l'Angola était une autre entité, une colonie. Donc eux, ils ne sont pas dans cette logique de on va en faire partie, ils ont toujours dit ils n'en font pas partie. C'est en 2006 qu'il y a eu quand même des négociations où, à l'époque, le président Dos Santos avait accepté de lâcher du lest et de donner un tant soit peu d'autonomie. Mais cela n'a pas suffi, certains mouvements avaient accepté, mais d'autres mouvements ont continué avec les armes en disant que ce n'est pas une autonomie qui est demandée, ils veulent carrément l'indépendance de cette enclave. Et la libération de ces indépendantistes le mercredi dernier, est-ce que ça montre que le nouveau pouvoir est en train de lâcher du lest? Oui, comme Dos Santos n'est plus là, je me dis que celui qui est là actuellement est en train de regarder ce qui se passe de façon générale sur le continent africain. On essaye autant que faire se peut d'éteindre les foyers de tension. On voit ce qui se passe avec le Sud-Soudan, on voit ce qui se passe au niveau de la Corne de l'Afrique entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Bon, il y a quand même de bons exemples. On se dit que peut-être lui également, puisqu'il a déjà commencé un travail à l'intérieur de l'Angola en matière de lutte contre la corruption et autres, peut-être qu'il veut faire la même chose. Parce que lui, ce qu'il propose, c'est davantage d'autonomie, plus que ce que Dos Santos avait proposé, mais également faire profiter aux populations des richesses qui sont sur place. Mais malgré tout, il y a quand même des mouvements qui refusent. Il y a quelques-uns qui acceptent d'aller négocier pour voir qu'est-ce qu'on leur propose concrètement. Donc cette libération peut effectivement être regardée comme une forme de décrispation de la part de l'État angolais. Mais comme le dit l'avocat de ces indépendantistes, on a comme l'impression qu'il y a une libération à la figure. Oui, mais ça c'est le jeu toujours du pouvoir. Si le pouvoir libère immédiatement tous les prisonniers, le pouvoir n'a plus rien. On va aller négocier vers des gens. Souvent, il faut avoir une botte secrète, comme on l'appelle. Et souvent, quand il y a ce genre de négociation, bon, la partie adverse réclame la libération des prisonniers. Le pouvoir fait de la libération des prisonniers une arme pour imposer un certain nombre de conditions. Certainement, c'est dans cette discussion pas intéressante qu'on se trouve, parce qu'il est clair que ceux qui ont été attrapés juridiquement, il est difficile de dire qu'ils sont coupables, raison pour laquelle les 40 ont été acquittés. Ce n'est pas des gens qu'on a attrapés sur le terrain en train de manifester. On les a attrapés parce qu'ils risquaient de manifester. Bon, que les juristes nous expliquent ce que ça peut signifier. Alors, et les personnes qui restent aujourd'hui en détention, elles sont au nombre de 11. Est-ce que le pouvoir a des charges contre ces personnes? Non, c'est la même chose. C'est ce que l'avocat dit. L'avocat dit c'est curieux qu'on ait libéré 40 et qu'on ait gardé les autres. Ils ont été attrapés dans les mêmes circonstances pour les mêmes raisons. Et en faisant son plaidoyer, il les avait défendus, non pas un groupe ici, un groupe là-bas, mais tous ensemble avec les mêmes arguments. C'est pourquoi ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a libéré certains et on a gardé d'autres. Mais comme j'ai dit, certainement, ça va être une monnaie d'échange pour pouvoir amener les gens à accepter un certain nombre de conditions. Souvent, on garde les leaders,
on laisse partir les jeunes et autres qui avaient juste répondu à l'appel à une manifestation. Et ces leaders, on va négocier leurs revendications en disant aux gens arrêtez de manifester, par exemple, ou bien il faut que vous venez à la table de négociation pour qu'on libère cela. On est certainement dans ce dialogue-là. Géographiquement, comment est situé le Cabinda par rapport à l'Angola? Le Cabinda est carrément au bout. Ce n'est pas le cas de la Gambie parce qu'on a le même système entre le Sénégal et la Gambie. Vous avez la Gambie qui est complètement à l'intérieur du Sénégal. Bon, heureusement que le Sénégal aux indépendances n'a pas suivi parce que certains avaient dit qu'il fallait tout simplement annexer la Gambie parce que c'est les mêmes peuples. Heureusement qu'ils n'ont pas suivi. Le Cabinda, c'est le contraire. C'est à l'extrémité que ça se trouve. Mais ça se trouve également avec un autre pays, le Congo. Le Congo, oui. C'est à la limite de mauvais souvenirs pour le Togo. Il ne faut pas oublier que c'est là-bas qu'on avait tiré sur le bus de l'équipe nationale du Togo au moment de la Coupe d'Afrique et on avait perdu deux personnes à ce moment-là parce qu'il fallait traverser pour aller jouer. Alors que l'enclave n'était toujours pas sécurisée, malgré qu'il y avait des soldats avec le bus, on avait tiré sur eux. Donc il y a ce caractère à la limite excentré, plus le fait que ça se trouve pratiquement à la frontière avec le Congo, qui fait que c'est carrément le bout de l'Angola. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes peuples? Si, c'est les mêmes peuples quand même, mais ce n'est pas du tout le même espace géographique. Je reviens sur mon exemple Gambie-Sénégal. Bon, les Gambiens parlent le Wolof, mais quand un Gambien parle le Wolof, par son accent, tu l'identifies. Quand il parle une autre parmi les langues du Sénégal qu'on parle, tu l'identifies par son accent, mais c'est les mêmes peuples. D'un point de vue historique, on parlait plutôt de Sénégambie. Mais la Sénégambie n'a plus rien à voir avec ce que les Français ont créé d'un côté, ce que les Anglais ont créé de l'autre. Là-bas, c'est la même situation qui s'est présentée. On a mis une colonie ici, un protectorat de l'autre, jusqu'en 1956. C'est en 1956 que le Portugal a commencé à administrer les deux en même temps avec un gouverneur qui se trouvait au niveau de Luanda. Donc, les Cabindés ont toujours considéré qu'ils sont une donnée géographique totalement à part par rapport à l'Angola. Est-ce que le MIC a déjà donné une réponse par rapport à la libération des 40 personnes? Pas encore une véritable réponse. Ils ont pris note, comme on dit de façon générale dans ce genre de situation, mais ils continuent de réclamer la libération des 11 autres qui sont retenus. Et le MIC réclame bien d'autres choses, parce que la marche qu'ils voulaient organiser, la marche est venue comme un projet avant qu'on arrête ces gens. Et la marche allait dans le sens de réclamer toujours l'indépendance du Cabinda. Est-ce qu'il n'y avait que ces personnes arrêtées pour cette cause-là? Il n'y avait que ça pour c'est à peu près 70 personnes qui avaient été arrêtées à la fin du mois de janvier. C'était en raison de cette marche. Mais il y a d'autres arrestations parce que, comme je l'ai dit tantôt, tous les mouvements ne sont pas dans la logique d'une discussion avec l'Angola. Donc il y a même une division au niveau des mouvements qui luttent pour l'indépendance. Certains pensent qu'aujourd'hui, l'indépendance du Cabinda est une utopie. On ne peut pas, il n'est pas raisonnable de le demander. Il faut aller dans le sens de renégocier pour voir comment on va en faire une entité autonome, comment ils vont profiter des richesses sur place. Mais il y en a qui continuent encore à se battre avec les armes, disant qu'il faut l'indépendance totale du Cabinda. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer la pause et on passe après à l'invité.